Alors, on commence ce cours concernant les ensembles et les applications. Il s'adresse aux élèves, surtout aux élèves de la première sciences maths dans le système international. Pour commencer, il est indispensable de faire donc des rappels concernant la notion d'ensemble et j'ai sélectionné toutes les propriétés à retenir qui sont indispensables à connaître et à retenir donc qu'il faut apprendre, qu'il ne faut pas hésiter à apprendre par cœur. Donc la définition d'un ensemble, l'union, x appartient à E tel que x appartient à A ou x appartient à B, donc c'est la partie colorée en rose, l'intersection bien sûr, x appartient à A et à B en même temps, la différence, x appartient à A, mais x n'appartient pas à B. L'incompatibilité, donc A inter B, c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas d'intersection entre les deux ensembles. Le complémentaire, donc le complémentaire de A dans E, ce sont les x qui appartiennent à E, tels que x n'appartient pas à A. L'égalité de deux ensembles, donc on dit que A égale à B si et seulement si, ce qu'on appelle la double inclusion, A est inclus dans B et B est inclus dans A. C'est ce que vous allez faire pour montrer dans les exercices que deux ensembles sont égaux. Intersection et réunion, donc il y a pas mal de propriétés à retenir ici. Surtout l'associativité et la distributivité, donc de l'intersection par rapport à la réunion et de la réunion par rapport à l'intersection. On va voir cette pratique dans la démonstration de la loi de Morgan. Alors le complémentaire, aussi des propriétés à retenir, et parmi ces propriétés, il y a la loi de Morgan qui dit que donc, le complémentaire de l'intersection, c'est la réunion des complémentaires. Et le complémentaire de la réunion, c'est l'intersection des complémentaires. Et donc, on va voir la démonstration pour l'une des pour la première partie de la loi de Morgan. Donc, pour démontrer les deux lois de Morgan, on va donc s'intéresser à la première. A inter B bar, c'est égal à A bar union B bar. Autrement dit, A bar union B bar est le complémentaire de A inter B. On peut traduire ça comme ça. Et donc, on va essayer de montrer cette première partie de la loi de Morgan en utilisant les propriétés du complémentaire. Il y a deux propriétés que doivent vérifier les deux termes. C'est-à-dire, 1. Leur intersection, c'est-à-dire A inter B inter C égale l'ensemble vide. Et deuxièmement, leur réunion, c'est-à-dire A inter B union ce complémentaire qu'on a posé ici, est égal à l'univers oméga. Donc, on va commencer par donc, la première, c'est-à-dire A inter B inter C égale l'ensemble vide. Donc, A inter B inter, je vais remplacer le complémentaire par son expression, c'est A bar union B bar. C'est égal, j'ouvre deux blocs avec des crochets. Le premier bloc, c'est A inter A bar union B bar. Je ferme le premier bloc. Inter, j'ouvre le deuxième bloc. B inter A bar union B bar. Donc, je rappelle que A bar union B bar, donc c'est, on va le considérer, doit lui montrer que c'est le complémentaire de A inter B. Donc, je continue le développement des deux blocs, c'est égal. Alors, le premier me donne
A inter A bar, union A inter B bar. Ça, c'est le premier bloc. Voilà. Le deuxième, alors il ne faut pas oublier, donc le connecteur ici, c'est une intersection. Le deuxième bloc, c'est-à-dire celui-là maintenant, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne B inter A bar. Voilà. B inter A bar, union quoi? B inter B bar. Voilà les deux blocs maintenant. Maintenant, je peux développer les deux. Donc, le premier bloc, je vois ici qu'il y a un A inter A bar, mais c'est l'ensemble vide, tout simplement. Union A inter B bar. On va laisser comme ça pour l'instant. Inter B inter A bar, union B inter B bar, qui est un ensemble vide. Donc, le résultat, on le voit déjà. Ça va être un A inter B bar. Voilà. Inter B inter A bar. C'est ce qu'il me reste dans cette démonstration. Je dois trouver l'ensemble vide. Et bien, heureusement qu'il y a donc les règles d'associativité, puisqu'il n'y a que des inter, il y a de l'intersection seulement, donc je peux déplacer les parenthèses librement. Et on voit très bien que si je déplace les parenthèses, je peux regrouper à un certain moment le B inter B bar, par exemple. Donc, on va le faire. Donc A inter B bar, inter B inter A bar. C'est ce qui me reste du dernier développement. Donc, je peux écrire cela comme A inter B bar inter B inter A bar. Déjà, j'ai un ensemble vide ici, et on sait que l'ensemble vide inter n'importe quel autre ensemble, ça va donner le résultat, l'ensemble vide. Donc, on a montré que A inter B, inter sans complémentaire qui est A bar union B bar, est égal à l'ensemble vide qui est la première partie de la démonstration. Maintenant, on doit montrer que leur réunion doit donner l'univers. Donc, deuxièmement, je dois montrer que A inter B union ce complémentaire qu'on a nommé A bar union B bar, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle doit me donner oméga. Donc, je vais développer. Donc, j'ai ici A inter B union A bar union B bar. Donc, le premier bloc, ça va être A inter B union A bar union A inter B union B bar. Essayez de vérifier. On sait que l'union, est commutatif. Donc, pour pouvoir utiliser les règles de distributivité de la réunion par rapport à l'intersection, je peux changer le A bar, je le mets en premier. Voilà. Union B bar, union A inter B. On est bien d'accord. Et donc là, je peux faire la distribution. Donc, je développe A bar union A, inter A bar union B. Je ferme le premier bloc, union B bar union A, inter B bar union B. Le A bar union A, ça me donne l'univers oméga inter
A bar union B. Union B bar union A, inter B bar union B, c'est oméga l'univers. Donc, qu'est-ce que j'ai dans les deux blocs? Des intersections avec oméga. Le résultat, il est très simple. A bar union B, union B bar union A. Qu'est-ce que je remarque dans cette expression? Que des unions. Donc, il y a la règle de l'associativité. Et donc, je peux déplacer les parenthèses librement. Et quand je regroupe le A bar et le A, ou bien le B bar et le B, j'aurai le oméga. Et le oméga, l'univers, union n'importe quel ensemble, le résultat, ça va me donner oméga. La partie B est consacrée aux applications. Donc soit E et F, deux ensembles non vides. Il faut définir ce que c'est une application. Alors nous avons tout élément de l'ensemble de départ est relié à un unique élément de Y. Donc c'est donc la condition pour dire que F est une application. Tu prends tous les éléments qui sont de l'ensemble de départ, chaque élément, il a une image unique. C'est-à-dire un élément ne peut pas avoir deux images différentes. Donc chaque élément de l'ensemble de départ admet un élément unique. Alors sous-entendu bien sûr qu'il peut y avoir des éléments de F qui n'ont pas d'antécédent, il n'y a pas de problème. Voilà. Et deuxièmement, deux éléments de E peuvent avoir la même image. Deux éléments de E peuvent avoir la même image, il n'y a pas de souci. Mais la condition nécessaire et suffisante, c'est que chaque élément de l'ensemble de départ a un unique élément Y comme image. Égalité de deux applications. Bien sûr, il ne suffit pas d'écrire que f de x égale à g de x et dire que les deux applications sont égales. Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'ensemble des deux parts, il faut que les deux applications aient le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. L'injection, une application est dite injective si et seulement si je prends deux éléments de l'ensemble de départ qu'on va appeler x1, x2. X1 différent de x2 va nous donner que les images aussi sont différentes. Dans les exercices, ce que vous allez faire pour montrer qu'une application est injective, vous allez partir du fait que vous allez prendre deux images, f de x1 égale à f de x2, et vous allez montrer que, par une déduction logique, vous allez trouver que x1 égale à x2. Donc f est injective si seulement si, quel que soit x1 x2 de e carré, f de x1 égale à f de x2 implique x1 égale x2. Autrement dit, on peut donc formuler cette propriété d'injection pour une application. Deux éléments différents de l'ensemble de départ ne peuvent avoir des images identiques. La surjection, donc f surjective, si et seulement si, quel que soit y de l'ensemble d'arrivée maintenant, il faut trouver un x de l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. Autrement dit, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un seul antécédent. La bijection, donc soit une application de E dans F, on dit que F est une bijection si elle est à la fois injective et surjective. Quel que soit Y appartenant à F, il existe maintenant un seul X appartenant à E tel que f de x égale à y. C'est une condition nécessaire et suffisante pour dire que l'application est bijective. La bijection réciproque, donc nous avons f qui est maintenant une bijection de E dans F. L'application de f dans E qui lie chaque élément de Y par un élément X de l'ensemble de départ, qui est solution unique de l'équation f de x égale à y, s'appelle la bijection réciproque de la
fonction f et se note f-1. Donc, on écrit f-1 de y égale à x. Y, il appartient à l'ensemble d'arrivée. Si et seulement si, f de x égale à y, x appartient à l'ensemble de départ. L'exercice 1, il s'agit de vérifier si cette application f de x égale à x carré moins 1 est bien une bijection dont, bien sûr, dans 1 plus l'infini, donc l'ensemble départ, et l'ensemble d'arrivée, c'est 0 plus l'infini. Donc pour l'exercice 1, il faut vérifier si la fonction f de x égale à x carré moins 1 est bien une bijection. Donc pour cela, bien sûr, on va vérifier s'il est injectif et s'il est surjectif. Alors injectif, on va prendre deux images qui sont égales et qui sont dans 0 plus l'infini, et on va vérifier que leurs antécédents sont aussi égaux. Donc on va prendre f de x1 égale à f de x2, avec f de x1 et f de x2 appartiennent à l'ensemble image qui est 0 plus l'infini. On va vérifier si bien x1 égale à x2. Donc je remplace, donc x carré moins 1, x1 au carré moins 1 égale x2 au carré moins 1. Donc cela me donne x1 au carré égale à x2 au carré. Bien sûr, j'ai les deux solutions que je dois envisager. Tout d'abord, x1 égale à x2 et x1 égale à moins x2. Et puisque je suis dans 0 plus l'infini, donc je retiens que x1 égale à x2. Donc f est bien injectif. Pour la surjection, donc f est surjectif, c'est seulement si, quel que soit y qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est 0 plus l'infini. Donc, il existe x tel que, qui appartient à l'ensemble départ, 1 plus l'infini, tel que f de x égale y. Donc, cela revient à écrire l'équation x carré moins 1 égale y, f de x égale y, et je cherche une expression de x que je trouve facilement, x égale la racine carrée de 1 plus y. Cela convient pourquoi? Parce que le terme racine carrée de 1 plus y est bien dans l'ensemble de départ qui est 1 plus l'infini. Donc f est injective et surjective, donc f est bijective. L'exercice 2, il s'agit de deux autres applications qu'il faut vérifier si elles sont injectives et surjectives, et par suite s'ils sont bijectives. Donc la première, c'est, ils ont la même expression, mais dans la première, l'ensemble départ et l'arrivée, c'est l'ensemble des entiers naturels, et dans la deuxième, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Pour l'exercice 2, pour la fonction f, alors on voit très bien que f est injective, c'est-à-dire, donc, quel que soit, donc, c'est-à-dire que si on prend deux éléments différents, n1, n2, qui appartiennent à n, donc, et avec les images qui sont égales, donc si on est n1 plus 1 égale à n2 plus 2, on voit plus 1, pardon, on voit très bien que n1, cela nous ramène à n1 égale à n2. Donc pour l'injection, il n'y a pas de problème. Mais f n'est pas surjectif. Pourquoi? Parce que vous voyez très bien que pour y est égal à 0, 0 étant appartenant à l'ensemble d'arrivée n, on ne trouve pas un n tel que, ou bien un x tel que, donc n plus 1 égale à 0. Cela nous donne que n est égal à moins 1, et moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de départ, qui est l'ensemble n. Donc f n'est pas bijective, car elle n'est pas surjective. Pour la fonction g, c'est très simple.
Donc il suffit d'écrire les deux définitions de l'injection et de la surjection et on voit très bien que G est bien bijective. Elle est injective car si on prend x1 plus 1 égale à x2 plus 1, on trouve facilement que x1 égale à x2, donc G injective. Et pour la surjection, on voit très bien que quel que soit y qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est maintenant l'ensemble z, donc on trouve toujours un x tel que x plus 1 égale à y. Donc, puisqu'on est dans l'ensemble z. Donc G est bien une fonction bijective. L'image directe et réciproque d'un ensemble. Donc, on va prendre f, une application de E dans f, et on prend une partie de E et B, une partie de f. Alors, l'ensemble direct de l'ensemble A est l'ensemble qu'on note f de A, qui est égal à tous les f de x qui appartiennent à l'ensemble d'arrivée f, tel que x appartient à A. L'image réciproque de l'ensemble B est l'ensemble f-1 de B, qui est l'ensemble des x appartenant à E, tel que f de x appartient à B. La remarque, donc, f de A égale à B, comme on l'a dit, on va le montrer par double inclusion. Et la propriété utilisée dans les exercices, on va prendre quel que soit x appartient à A, f de x appartient à B. Et quel que soit y appartient à B, il existe un x appartenant à A tel que f de x égale y. Bien sûr, pour parler de l'image réciproque d'un élément par une application, il faut que f soit bijective. Propriété, f est une application de E dans f. F est surjective si et seulement si f de E égale à f. Donc on a une fonction, une application définie d'un ensemble E vers un ensemble f. F est surjective si et seulement si l'image de tout l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée. Et voici la démonstration. Donc on va prendre une application de E dans f. Bien sûr, si elle est définie de E dans f, donc on peut écrire que f de E est inclus dans f. Voilà. Et si en plus, si f est surjective, quel que soit y appartenant à f, l'ensemble d'arrivée, on trouvera bien sûr un x appartenant à E, l'ensemble de départ, tel que f de x égale à y. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'ensemble f, il est inclus dans l'image de E par f. Donc, on a montré la double inclusion, donc f de E égale à f si f est surjectif. La restriction est le prolongement d'une application. Donc, je crois que vous avez déjà utilisé cette notion dans les exercices. Donc, A est une partie de E, et l'application définie de A vers F, qui est associée à tout élément X de A, l'élément F de X, s'appelle la restriction de F sur l'ensemble A. C'est-à-dire, supposons que F est défini sur R, mais nous, on va prendre que 0 plus l'infini, et on dit qu'on a, donc, cette opération s'appelle la restriction de F sur 0 plus l'infini. On veut que cette partie. On va étudier la fonction que dans cette partie A. Partie entière d'un nombre réel. Donc, on va admettre le théorème suivant, qui, je prends n'importe quel nombre réel. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il est admis qu'il existe un seul entier relatif K, tel que X est compris entre K et K plus 1. Et ce K-là s'appelle la partie entière du réel X. Et on la note E de X. Composition de deux applications. Donc, soit F, une application de E dans F, et G, une application de G dans H, avec F de E est inclus dans G. L'application H définie de E vers H par quel que soit X dans E, H de X égale à G de F de X s'appelle la composition des deux applications F et G et se note G rond F. Donc, on explique un petit peu avec un schéma.
nous avons une fonction f définie de E vers F. Nous avons une autre application de G définie de grand G vers H. Donc, en plus, nous avons f de E qui est inclus dans G. Donc, c'est une condition, bien sûr, pour fabriquer cette composition de ces deux fonctions. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on construit cette application G rond F qui prend ces éléments dans l'ensemble E et les images sont dans l'ensemble H. Donc, et on écrit G rond F de X égale à G de F de X. La première propriété concernant donc la composition, c'est que la composition des deux applications injectives est une application injective. Vous pouvez donc, à titre d'exercice, essayer de démontrer ces propriétés, mais l'essentiel, c'est qu'il faut retenir toutes ces propriétés qui sont citées dans ce résumé parce qu'ils sont vraiment nécessaires, pas suffisantes, mais elles sont nécessaires pour les exercices. Si f égale à g, alors la composition de deux applications surjectives est une application surjective, et la composition de deux bijections f et g est une bijection. Donc, et en plus, le g rond f-1, c'est-à-dire l'application, ou donc la bijection inverse de g rond f, c'est f-1 rond g-1. Deuxième propriété, c'est l'associativité. Et bien sûr, le fait que la composition des applications des fonctions n'est pas commutative. Propriété 3, donc si on applique la composition de f-1 à f, on retrouve la fonction y égale à x qu'on appelle l'identité de E. Exercice 3, alors c'est une démonstration exigible du cours. On suppose que G rond f est injective, montrer que f est injective. Deuxièmement, on va supposer que G rond f est surjective et on doit montrer que G est surjective. Alors maintenant, pour l'exercice 3, donc, on suppose que G rond f est injective et il faut montrer que f est injective. Donc tout d'abord, on doit considérer donc la fonction f qui est définie entre un ensemble départ E et un ensemble d'arrivée f, et une fonction g qui est définie entre un ensemble de départ f et un ensemble d'arrivée g, tel que f de E est inclus dans f et g il est défini entre l'ensemble f et l'ensemble g. Donc dire que f est une fonction injective, c'est-à-dire que si je prends f de x1 égale à f de x2, avec x1 et x2 sont des éléments de l'ensemble E, alors on va trouver que x1 égale à x2. Pour cela, je pars de cette hypothèse f de x1 égale à f de x2 et j'applique la fonction g. J'applique la fonction g, donc j'aurai g de f de x1 égale à g de f de x2, ce qui donne directement que x1 égale à x2, car on a supposé que G rond f est une... donc, on a supposé que G rond f est injective. Donc, f est injective aussi, car on est parti de l'hypothèse f de x1 égale à f de x2, et on est arrivé à x1 égale à x2. Donc, f injective. Pour la deuxième propriété à démontrer, c'est-à-dire que si G rond f est surjective, alors G est aussi surjective. Ça veut dire quoi G rond f surjective? C'est-à-dire que quel que soit un élément Z maintenant qui appartient à l'ensemble G, l'ensemble d'arrivée de la fonction G, il existe X qui appartient à l'ensemble E maintenant, tel que G rond f de x égale à z. Alors G rond f, c'est bien G de f de x, donc c'est G de f
de ce x qui est égal à z. Mais je sais qu'il existe un y qui appartient à l'ensemble f, tel que f de x égale y. On est bien d'accord. Donc, en écrivant que g de ce y égale à z, on montre que g est bien surjectif.